Bonjour. Eh bien aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui concerne tout le monde. C'est le sujet sur la douleur. Pourquoi la douleur? Bien parce que dans ma chaîne vidéo, dans ma chaîne YouTube que vous avez des vidéos déjà sur l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, la douleur a sa place. Elle doit être négociée, il faut la dévisager, il faut la regarder en face. Alors ce peut être une douleur morale aussi. Ce n'est pas une douleur forcément physique, mais la douleur morale a autant d'importance pour quelqu'un que la douleur physique. Parce qu'une douleur physique, ça peut être réversible, et une douleur morale parfois peut durer très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette douleur? Bien, je vais être un tout petit peu audacieux. Pour moi, elle représente le deuil de l'harmonie que nous avons en nous. C'est notre organisme qui crée sa disharmonie. D'ailleurs, doléo, qui a donné douleur en latin, donne la même racine que le mot deuil, Doyle en ancien français, et cette histoire de deuil que l'on doit faire de son harmonie, eh bien, peut générer de la douleur physique ou morale. Tout à l'heure, nous verrons aussi ce qu'est la souffrance par rapport à cela. Alors, il faut que vous sachiez, bien évidemment, que la médecine actuelle a établi des échelles de la douleur. Ce sont des échelles en général visuelles, c'est-à-dire qu'elles permettent à la personne qui souffre de quantifier sa douleur uniquement par un repère spontané, visuel. Par exemple, de 0 à 10, on peut dire, si 0 c'est pas de douleur et 10 une douleur insupportable, bien on peut dire, moi je me trouve à 5 ou à 6. On a des échelles visuelles qu'on appelle EVA pour les enfants également, parce que c'est difficile pour les tout petits de quantifier la douleur. Mais pour des enfants qui sachent parler, à partir de 1 an et demi, 2 ans, ils peuvent dire la douleur. Alors on peut le faire avec des petits canards qui sourient ou qui souffrent, pour être plus ludique si vous voulez. Mais il est important de quantifier la douleur pour savoir d'abord si jour après jour elle va mieux, ou si lorsqu'on rencontre la personne, elle est dans une souffrance et une douleur importante. Alors, également, je voulais vous dire que la douleur est très souvent générée par l'inflammation. Et nous avons souvent dans les médicaments, qu'ils soient en médecine naturelle ou qu'ils soient en médecine conventionnelle, nous avons beaucoup d'anti-inflammatoires. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'inflammation est un phénomène souhaitable. C'est un phénomène qui n'est pas nuisible. Même si on a tendance, pour être soulagé rapidement, de donner des anti-inflammatoires quels qu'ils soient. L'inflammation, c'est un rempart de la partie atteinte par rapport à la partie saine. C'est comme, vous savez, en mer, quand il y a des pollutions, on met des boudins qui stoppent le pétrole, si c'est du pétrole ou d'autres pollutions. Et bien là aussi, l'organisme crée une zone qu'on appelle hyperémiée, c'est-à-dire qui est chargée en sang et qui fait une sorte de boudin, pardon, le mot n'est pas très joli, mais c'est le mot, une sorte de boudin comme un rempart entre la zone lésée et la zone saine. Ce rempart amène d'abord du sang pour permettre la cicatrisation de la zone lésée. Deuxièmement, il permet d'éviter des passages de toxines entre la zone saine et la zone lésée, qui est beaucoup plus fragile à ce moment-là. Et l'inflammation, quelle qu'elle soit dans le corps, est toujours salutaire pour le corps, c'est-à-dire qu'elle permet une cicatrisation beaucoup plus rapide. C'est bien pour ça que Dame Nature et notre corps, qui a une certaine sagesse, a prévu cette inflammation pour qu'il puisse guérir et aller beaucoup mieux. Donc notre manie, je dirais, notre tendance à vouloir toujours stopper l'inflammation n'est pas forcément la meilleure chose. Il faut savoir stopper les inflammations extrêmement importantes, douloureuses, insupportables, et respecter les inflammations plus légères et supportables au point de vue douleur, puisqu'évidemment la souffrance de l'inflammation est liée à une douleur, bien évidemment. Alors, je voulais vous dire également que
l'inflammation va permettre de quantifier l'évolution vers la guérison ou vers la cicatrisation. C'est donc un repère extrêmement utile et on a peut-être tort à notre époque de vouloir lutter, de vouloir la détruire absolument. Alors, pour les gens un petit peu plus avisés ou qui ont écouté quelques-unes des autres vidéos de ma chaîne, vous avez entendu parler du système nerveux végétatif et de ces deux composantes que sont le système orthosympathique et le système parasympathique. Eh bien, il faut que vous sachiez que l'orthosympathique, le système orthosympathique, qui est le système d'alerte, qui est le système de lutte contre le danger, c'est ce système qui nous permet de décider si on va fuir ou combattre. Le système orthosympathique est le gérant de la douleur. Il est le régulateur de la douleur. De l'inflammation, pardon. Toute inflammation est sous la dépendance du système orthosympathique. Et à contrario, le système parasympathique, qui est en dominante quand par exemple nous dormons, quand nous faisons la sieste ou quand nous mangeons, quand nous nous reposons d'une manière ou d'une autre, eh bien, a un effet anti-inflammatoire. Donc ces deux systèmes, qui sont à la fois opposés, sont également complémentaires, et que quand vous dormez, eh bien, vous luttez contre l'inflammation naturellement, puisque votre parasympathique est en dominante par rapport à l'orthosympathique. Ça, c'est pour les gens qui connaissent un petit peu cette question-là. Et les douleurs orthosympathiques sont des douleurs qui sont associées en général à une excitation du système nerveux, un énervement, comme on dit dans le langage populaire. Alors, une question qui se pose, est-ce que la douleur, la lutte contre la douleur est un but en soi, ou est-ce qu'il faut considérer la douleur comme un signal, véritablement ? Moi, je pencherais pour la deuxième solution. La douleur, c'est c'est un message que notre corps nous envoie pour nous signaler qu'il faut se préoccuper de tel ou tel problème qui est en train de naître. Quand la douleur est là, elle est comme un signal d'alarme, véritablement, et c'est déjà que le problème est en place. Or, notre médecine moderne, qui par ailleurs a des médicaments merveilleux pour la douleur, ça, on ne peut pas le nier, notre médecine moderne a tendance à couper la douleur comme on couperait un signal d'alarme pour être tranquille et ne plus entendre la sonnette. C'est comme si chez les pompiers, par exemple, pendant que l'incendie fait rage quelque part, eh bien la sonnette qui alerte les pompiers de se déplacer, de prendre leur véhicule et d'aller sur les lieux, eh bien on la coupe pour ne plus être agacé par cette sonnette. Pendant ce temps, l'incendie est en train de faire rage. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se comporte. On a tendance à couper la douleur pour ne plus être ennuyé, pour qu'elle ne nous overdose plus d'une manière ou d'une autre, alors qu'il faut la garder présente comme un signal. Alors bien évidemment, quand la douleur est trop importante, qu'elle gêne la vie de tous les jours, qu'elle empêche les gens de dormir, qu'elle empêche les gens de faire leur quotidien, là, il faut la couper parce que c'est quelque chose qui est excessif. Mais tant qu'elle n'est pas importante, il faut la respecter. Comme l'inflammation d'ailleurs du reste. Que traduit la douleur ? Eh bien, on vient de le dire, elle traduit un problème qui est en train de se mettre en place dans le corps. Elle se déclenche parce que les tissus lésés génèrent des cytokines de l'inflammation, génèrent des prostaglandines, ça c'est pour la technique si vous voulez, et vont faire que cette douleur va être calmée par des systèmes de protection de l'organisme. Également, il y a des sécrétions d'endomorphines ou d'endorphines, comme on les appelle, qui permettent de calmer les douleurs physiques ou les douleurs morales. Et ces endorphines sont des morphines naturelles de l'organisme. Cette douleur, bien sûr, traduit une lésion qui se fait quelque part et elle permet de nous alerter véritablement et nous ne devrions pas rester insensibles à la douleur ou à la couper de manière intempestive, si vous voulez.
De la même façon, je dirais la même chose pour la température, la fièvre que nous avons. Le fait de couper la fièvre de manière intempestive pour être mieux fait que les gens se croient guéris dès lors qu'ils n'ont plus de température. Or, le mal continue à se faire même sans température. Et j'ai connu beaucoup d'enfants, parce que j'ai fait beaucoup de pédiatrie aussi, et beaucoup d'adultes qui étaient malades sans fièvre. Et donc, il ne faut pas que pour chacun d'entre nous, le fait que la fièvre tombe soit le signe de la guérison. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc ça, c'était des choses dont je voulais parler, qui sont importantes. Alors maintenant, puisque vous avez vu que sur mes vidéos de YouTube, je parlais souvent de médecine naturelle, eh bien, en dehors de la merveilleuse action des remèdes du tableau B en particulier en médecine conventionnelle, il y a la possibilité d'utiliser des médecines naturelles. Alors il y a des plantes qu'on va utiliser sous leur forme aromatique, d'huile essentielle. On peut également les utiliser sous leur forme phytothérapique, mais je vais vous parler un peu plus d'aromathérapie ici. Pour les infections et les douleurs ORL, vous pourrez utiliser l'huile essentielle de carotte. On va utiliser les semences de carotte, et bien sûr pas le fruit, le légume magnifique que vous pouvez manger. Pour tout ce qui est problème ostéologique, c'est-à-dire du squelette, vous allez utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus radié, Eucalyptus radiata, comme on dirait en latin. Alors, pour les posologies, c'est toujours la même chose, on est entre 3 et 12 gouttes par 24 heures. Il y a bien sûr des huiles essentielles pour lesquelles il ne faut pas dépasser 6 à 9 gouttes, mais je le signalerai le cas échéant. Alors, pour tout ce qui est aussi ostéo, à continuer, vous connaissez tous l'huile essentielle de wintergreen, qu'on appelle aussi en français la Gaultérie. La Gaultérie contient des précurseurs de l'acide salicylique, c'est-à-dire de l'aspirine, sous forme de salicylate de méthyle, et elles ont donc un effet et une odeur d'ailleurs qui rappellent les antalgiques de notre enfance, c'est assez amusant. Ensuite, si vous avez des douleurs qui sont reliées au système nerveux central, par les nerfs qui s'échappent du système nerveux, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de genévrier. Si vous avez des douleurs encore plus fortes, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de géranium rosa, qui est un merveilleux antalgique du système nerveux. Je reviens un petit peu sur la douleur du système osseux, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, avec l'arthrose, avec les arthrites. Eh bien, vous avez également l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre a également une action de stimulation de la testostérone chez les messieurs, et cette testostérone qui est issue du métabolisme de la progestérone de la femme, il faut que vous le sachiez messieurs, vos hormones éminemment masculines sont issues des hormones féminines. Je crois que ça recadre un peu la situation. Et donc, cette testostérone va nous donner plus de résistance, plus de force pour résister à la douleur, véritablement. Alors, si vous avez des douleurs à la fois ostéologiques et ORL, vous pourrez utiliser le giroflier, le girofle, le fameux clou de girofle. Tout le monde a senti chez son chirurgien dentiste cette odeur de girofle, parce qu'elle est utilisée par les dentistes, effectivement, sous forme d'extrait pour les douleurs dentaires. Bien, vous pouvez avoir l'usage également quand vous avez pris un coup, quand vous avez un hématome douloureux, quand vous avez cogné un os, vous pouvez utiliser l'hélicryse, sous sa forme d'hélicryse italienne. Elle est un peu comme la Gaultérie, elle a des précurseurs de l'acide salicylique de l'aspirine en elle, mais pas seulement. Si vous avez des douleurs ostéologiques très importantes mêlées à des douleurs du système nerveux, vous penserez au laurier noble. Le laurier noble, en cuisine, il porte un autre nom, on l'appelle le laurier sauce, parce qu'on le met dans les bouquets garnis, mais on en tire une huile essentielle, c'est extrêmement efficace sur le plan
de ces douleurs-là, et également quand elles sont accompagnées d'une faiblesse sur le plan du système nerveux. Après, je vous parlerai de l'huile essentielle de l'île déserte. Vous savez, on vous dit quelquefois, si vous deviez être sur une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez comme musique, alors en homéopathie, pour ceux qui connaissent l'homéopathie, c'est le plus grand remède homéopathique, qui fait partie des 65 polycrestes homéopathiques, des plus grands remèdes, c'est Nux vomica, bien évidemment. C'est un remède à tout faire. Et en phyto- et aromathérapie, ce serait la lavande officinale, la lavande fine qui pousse en moyenne altitude vers 600 mètres et qu'on baptise du nom de lavande à feuilles étroites, Lavandula angustifolia pour ceux qui veulent être spécialisés. Et cette lavande est à la fois un anesthésique de contact, elle est à la fois un antalgique général, elle est à la fois un anti-inflammatoire, et elle stimule également le système immunologique. Donc, il y a énormément de bienfaits de la lavande, et à mon avis, c'est une huile essentielle que vous devriez avoir chez vous, dans votre trousse de toilette ou dans votre trousse de soins. C'est vraiment celle qu'il faut avoir. Prenez bien soin de l'espèce dont je vous ai parlé, lavande à feuilles étroites, parce qu'il existe d'autres lavandes. Il existe la lavande aspic, par exemple. Il existe une autre lavande fine. C'est pour ça que le mot lavande fine n'est pas très souhaitable. Cette lavande fine, elle pousse en altitude, au-dessus de 1200 mètres d'altitude, et elle n'a pas du tout une odeur de lavande. Voilà, donc il y a aussi la lavande stochas, qui est une lavande qu'on utilise beaucoup dans les haies, pour garnir des jardins, mais elle n'a pas les propriétés de la lavande à feuilles étroites. Ensuite, vous pourrez penser, s'agissant du système immunitaire, à une jolie petite huile essentielle qui est l'huile essentielle de marjolaine. La marjolaine à coquille, comme on l'appelle très souvent, elle peut aider, et en plus, elle est apaisante du système nerveux, puisqu'elle est antispasmodique, donc elle peut calmer le système nerveux. Si vous avez des douleurs au niveau de l'estomac et des intestins, c'est-à-dire du tractus digestif, vous penserez à la menthe poivrée, Mentha piperita, et également d'autres menthes, comme la menthe douce ou la menthe sylvestre, qui sont des menthes qui ont des capacités voisines. Mais le chef de file des menthes s'appelle la menthe poivrée. Bien, si vous avez des problèmes génito-urinaires, vous penserez à la myrrhe, M-Y-2-R-H-E, en huile essentielle. C'est une huile essentielle qui est très active sur les douleurs urinaires et les douleurs génitales. Si vous avez des douleurs morales, vous penserez à l'huile essentielle de feuilles d'oranger, qu'on appelle l'huile essentielle de petit grain. Le mot petit grain n'est pas adapté puisque ce sont des feuilles. De même, l'huile essentielle de fleurs d'oranger, qui n'est pas utilisable là, s'appelle l'huile essentielle de néroli. Donc vous penserez à l'huile essentielle de petit grain, et vous pourrez utiliser aussi l'huile essentielle de bigaradier, qui jouera sur un certain nombre de douleurs généralisées. Également, vous penserez, pour terminer, à l'huile essentielle de tea tree, en anglais, de l'arbre à thé, qui est une huile essentielle qui va être très active sur les douleurs musculaires. Si vous avez fait trop de sport, si vous avez pris un coup sur le plan musculaire, vous penserez à l'huile essentielle de tea tree. Bien entendu, elle a bien d'autres fonctions que vous connaissez sur le plan immunitaire, sur le plan anti-infectieux, mais elle est antalgique du point de vue musculaire. Voilà, j'ai peut-être été un peu vite pour la plupart d'entre vous. Si vous avez l'occasion de pouvoir réécouter cette vidéo, vous prendrez des notes sur les conseils que je vous ai donnés. S'agissant des plantes en phytothérapie, eh bien, pour ce qui est des plantes non aromatiques, vous penserez à l'écorce de bouleau blanc, qui, mise en décoction, peut être antalgique, puisqu'elle contient, elle aussi, du salicylate de méthyle. Vous penserez également à l'huile essentielle de saule blanc, Salix alba. D'ailleurs, le mot saule, salix, vient de l'aspirine, aussi. Mais le mot a été donné véritablement par une autre plante qui pourrait vous être utile, qui est la reine des prés. La reine des prés que vous ferez en infusion, surtout pas en décoction, parce que l'ébullition détruit les sommités fleuries de reine des prés.
Et cette reine des prés contient aussi du salicylate de méthyle, et son nom a permis de donner le nom de l'aspirine, puisque son nom, à l'occasion, en latin, on le trouve, c'est Spiroea ulmaria. On l'appelle également ulmer, mais Spiroea, ça a donné à spirer, ce qui est en dehors de la spirée, de la reine des prés, c'est l'aspirine qui a été découvert et qui maintenant, évidemment, est fabriquée par synthèse ou hémisynthèse. Bien, vous pourrez avoir aussi des plantes qui, comme la lavande par exemple, que vous pouvez trouver en phytothérapie, pas seulement en aromathérapie, et qui a aussi des vertus antalgiques de ce point de vue-là. Vous pouvez trouver aussi la feuille et la petite baie de genévrier pour les douleurs ostéologiques, si vous voulez, comme on disait. Et il y a aussi un certain nombre d'autres plantes en phytothérapie. Je ne veux pas encombrer votre esprit, mais alors que, évidemment, les plantes et les huiles essentielles de plantes ne sont pas aussi puissantes que les antalgiques morphiniques, les antalgiques du tableau B ou du deuxième niveau de l'OMS, du deuxième palier de l'OMS, ou des médicaments qui sont issus de la morphine et qui sont des dérivés morphiniques qui ne sont pas aussi puissants que la morphine, mais qui sont très, très utiles, hein, eh bien, vous avez là des médicaments magnifiques pour la douleur, il ne faut pas hésiter à les employer, mais quand ce sont des douleurs acceptables, on va dire, qui ne sont pas trop insupportables, vous pouvez penser aux huiles essentielles et aux plantes en tisane. Je vous rappelle que la tisane, qui est une infusion, reste encore le véhicule phytothérapique le plus utile dès lors qu'on épuise la plante, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de l'infusion, quitte à la refaire plusieurs fois, et on pensait que c'était une forme des grands-mères, c'était obsolète comme sont nos grands-mères, alors que quand je faisais mes études de phytothérapie à Paris, eh bien, le pharmacien qui nous formait en galénique, c'est-à-dire sur les véhicules des plantes, nous avait fait une démonstration mathématique pour nous montrer que la tisane reste le véhicule le plus puissant pour les plantes. Beaucoup plus que les gélules, qu'on nous vante beaucoup actuellement, ou même les extractions alcooliques comme l'alcoolature, comme la teinture mère. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que cette douleur qui nous hante tous et qui nous fait peur pour notre fin de vie, mais qui nous fait peur aussi quand on est malade, eh bien, il faut en voir en appréhender tous les éléments, et puis ne pas avoir peur de traiter la douleur. Il n'y a aucune raison de supporter la douleur et de souffrir. Parce que je dirais, pour ceux qui ont des visées spirituelles, que la douleur n'est pas rédemptrice. Elle ne nous a jamais consolés d'une vie. Hein. Elle est simplement un signal qu'il faut savoir percevoir. Merci de votre écoute, merci de votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.